Bonjour les cinquièmes, alors voilà une petite vidéo d'introduction sur le nouveau chapitre d'histoire-géographie, enfin d'histoire pardon. Comme d'habitude, vous allez travailler sur un Padlet que vous trouverez en ligne sur Pronote, voilà, donc ça fonctionne exactement de la même façon, une introduction avec des colonnes à dérouler. Elle est bien à chaque fois tout en bas des colonnes. Ici, par exemple, le grand 2, il y a beaucoup de choses dans le grand 2, donc il faut aller vraiment jusqu'au bout, avec des petites vidéos, des petits documents recopiés, des choses comme ça, et puis des exercices évidemment à faire. Je précise bien, tout ce cours-là que je mets en Padlet, il est à recopier sur votre cahier d'histoire. Vous avez aussi le livre, puisqu'on va travailler sur des études de documents qui sont sur le livre. Voilà. Et puis quelques petites vidéos que je vous enverrai au fur et à mesure, comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'affirmation du pouvoir royal en France? On va se poser la question comment les rois vont-ils imposer leur pouvoir face aux puissants seigneurs? On avait vu que finalement, au début du XIe siècle, le pouvoir du roi de France est limité. Il est limité parce qu'il est surtout partagé avec des seigneurs, des suzerains parfois très puissants, vous voyez ici, qui peuvent même battre monnaie, c'est-à-dire créer de la monnaie. Ici, c'est le sceau du comte de Toulouse. On voit, il est ici le comte de Toulouse représenté en tant que chevalier. Allant en croisade, ici suzerain avec le château fort qui est mis en évidence. Donc de très très puissants seigneurs qui sont avec leurs vassaux. Rappelez-vous, avec la cérémonie d'hommage, tout un tas de vassaux qui peuvent être assez puissants aussi, qui sont dans leur château et dans leur seigneurie et qui ne doivent pas grand-chose au roi finalement. Donc la nouvelle dynastie qui va se mettre en place à partir du Xe siècle est celle des Capétiens, ici avec Hugues Capet. Cette dynastie, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, ce sont au début. Au début, ce sont des rois qui sont plutôt faibles, qui ont un pouvoir uniquement sur le domaine royal, ici en bleu, et vous voyez que le domaine royal, il est quand même petit. Il ne correspond pas du tout à l'ensemble du royaume de France. Le reste des territoires appartiennent à des seigneurs, qui peuvent être aussi des territoires qui ont été donnés au roi d'Angleterre, par exemple, ici en rose. Voilà, donc une autorité de roi qui est plutôt faible, mais qui va se renforcer grâce à 3 rois, notamment, qu'on va un petit peu nous détailler. Alors, le premier que voici, c'est Philippe Auguste. Philippe Auguste, il va développer l'administration royale, il va faire de Paris sa capitale, il va construire des remparts importants. Je vous ai mis une petite vidéo qui vous montre les vestiges du rempart de Philippe Auguste aujourd'hui qui sont visibles dans Paris. Ensuite, vous avez un autre roi qui lui est très important ici, qui est sur une représentation du 19e siècle, qui est donc Louis IX. Louis IX qui est aussi appelé Saint-Louis, parce que c'est un roi qui est parti aussi faire des croisades, et qui est mort d'ailleurs lors de son 2e voyage. Et ce roi, il va rapporter notamment dans le royaume de France des reliques chrétiennes importantes, les reliques de la couronne d'épines du Christ, qui vont être gardées dans la Sainte-Chapelle à Notre-Dame et qui ont été ensuite déplacées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, et puis le dernier roi important, c'est ici, vous avez sur cette pièce, c'est Philippe IV le Bel, le roi qu'on reconnaît avec sa couronne, avec ici son grand trône d'or. Philippe IV le Bel qui va avoir un rôle important sur l'administration, la justice du royaume. Alors, dans une deuxième partie, on travaillera sur l'élément évidemment de fond très, très important pour le Moyen-Âge, c'est la guerre de 100 ans. Alors, au début du XIVe siècle,
une guerre de succession finalement va se déclencher et elle va se poursuivre pendant un peu plus d'une centaine d'années. Cette guerre de succession, elle se pose après la mort de Charles IV le Bel en 1328, car il n'a plus d'héritier direct, et il va falloir chercher sa sœur, Isabelle, qui, elle, a un fils, Édouard III, mais sauf que cet Édouard III est roi d'Angleterre, puisque Isabelle s'était mariée au roi d'Angleterre, Édouard II. Or ça, personne ne veut voir le royaume de France sous le joug, sous l'autorité du roi d'Angleterre. Donc pour beaucoup, c'est une solution qui n'est pas acceptable, et il va falloir aller chercher le descendant un peu plus lointain de Philippe le Hardi, avec la branche qu'on va appeler la branche des Valois. Et donc va y avoir une guerre avec les Valois et les rois d'Angleterre. Voilà. Ici, par exemple, on voit sur cette représentation les rois d'Angleterre qui ont rajouté sur leur bannière, on voit ici, le symbole de la couronne de France. Les fleurs de lys d'or sur fond d'azur, c'est-à-dire les fleurs de lys sur fond bleu, qui sont le symbole royal du royaume de France et qu'on retrouve ici en face chez les Français. Voilà, sauf que du côté anglais, ces symboles sont attachés au symbole du lion, sur fond rouge d'Angleterre. Alors, cette guerre de 100 ans, vous travaillerez dessus, c'est évidemment le personnage de Jeanne d'Arc, un personnage important, qui a été quand même beaucoup mystifié, évidemment au XIXe siècle, mais en tous les cas qui a existé, et qui va permettre le sacre de Charles VII, Charles VII qui va rétablir l'autorité du roi de France sur une grande partie du territoire. Donc à la fin du XVe siècle, on a quand même un domaine royal qui s'est agrandi, même si on retrouve des poches indépendantes qui appartiennent à des grands seigneurs. Les Anglais sont repoussés totalement du royaume de France et restent sur leur territoire d'Angleterre. Voilà l'introduction du cours, donc j'espère que c'est assez clair et que vous allez pendant la semaine qui suit bien travailler sur cette thématique.